et toute la France se met à rêver de vacances. La première image, la route, symbole du départ, de l'évasion, de la découverte, la route libératrice. Comment ne pas aimer ce qu'elle représente? Le prodigieux réseau français qui donne à la voiture du touriste la possibilité d'aller partout, sur des chaussées parfaites, dans l'agrément et la sécurité. Les ouvriers, eux, n'ont pas encore d'automobile, mais ils partent en tandem à la découverte de la mer. Été 36, ce sont les timides débuts de la civilisation des loisirs. Il y a 40 ans déjà. Pendant ce temps, de l'autre côté du Rhin, dans un carrousel de puissantes Mercedes, Hitler inaugure des milliers de kilomètres d'autoroutes. Il s'agit uniquement, affirment les journaux nazis, d'encourager l'industrie automobile et le tourisme. Drôle de touristes et drôle de torpédos. Alors descendez un instant. À Paris, autre défilé, les concours d'élégance. Et autre maître des cérémonies, l'éternel, anachronique et dérisoire André de Fouquières, chef du protocole du Quai d'Orsay et surnommé l'arbitre des élégances. Bravo, il y a de la ligne dans la voiture et de la ligne dans la femme. Et ça ne se démode jamais. Mademoiselle Liliane Greuze, c'est un petit Greuze. Descendez Greuze. Voilà. Alors voici des fleurs, avec ces jolis ensembles d'harmonie. Voilà, alors en avant. Voyez, vous avez reconnu tous Liliane Greuze. Et bien sûr, vous avez tous reconnu Adolf Hitler. Nous apprenions seulement à le connaître. Deutsches Volk und deutsches Reich, Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! Passez sans me voir, sans même me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine, dont je guette un regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Et l'automobile, elle est là, toujours là, fidèle au rendez-vous du salon, qu'inaugure chaque année le président de la République, Albert Lebrun, accueilli par M. Renault, M. Panhard ou M. Rosengart. Ancien polytechnicien, le président s'intéresse aux nouveautés techniques, comme les premiers toits ouvrants électriques. Mais aussi à des détails plus futiles, comme le raconte M. Rosengart. Le président Lebrun était devant la voiture et regardait la femme, mais ne regardait pas la voiture. Et à un moment donné,
Le préfet de police qui était là s'approche de moi et me dit, écoutez, faites le marché parce qu'on restera encore jusqu'à 12h30 ici. Et nous sommes partis parce que j'ai pris le président par le bras. Je dis, je vais vous montrer quelque chose de plus intéressant. La grande affaire, entre 1934 et 1939, c'est l'aérodynamisme. Un nouvel argument de vente pour lutter contre la crise. Une révolution dans la carrosserie. Un festival de courbes. Les constructeurs changent leur modèle presque tous les ans. Et tout le monde se précipite au salon pour les admirer. Surtout quand ils sont présentés par Daniel Darieux, dont toute la France est amoureuse. C'est près de vous que j'oublie le monde. L'aérodynamisme n'est pas seulement une mode, mais un progrès technique, comme l'explique l'ingénieur Grégoire. L'aérodynamique, c'est la science de pénétration des solides dans des fluides. Pour l'automobile, c'est la pénétration du corps automobile dans l'air. J'ai été amené, après la dernière guerre, à étudier une voiture que je voulais très aérodynamique. J'ai pris un étalon. L'étalon, c'est en maquette que vous voyez ici. C'est une voiture qui est très connue, c'est la traction Citroën. Elle a un mauvais CX, et comme la plupart des voitures actuelles, 80% de la puissance sert à vaincre l'air au-dessus de 100 à l'heure. J'ai fait tracer des maquettes sans tenir compte du tout de l'élégance de la forme, mais simplement en recherchant le meilleur coefficient de pénétration. Je suis arrivé à une première maquette, que voici, on peut dire qui est affreuse, mais qui déjà diminuait le CX de près de la moitié. Et enfin, je suis arrivé à la forme définitive, qui est celle-ci, et qui a un CX qui est du tiers de la voiture étalon. Une fois de plus, le mouvement vient d'Amérique. En 1934, la prestigieuse marque Pierce Arrow lance cette flèche d'argent, la Silver Arrow, qui annonce la grande révolution. Avec elle, on entre dans le monde moderne, celui du jazz et de l'aviation, celui du rythme et de la vitesse. Ce sont les progrès de l'aéronautique qui ont fait découvrir l'aérodynamisme. L'automobile, désormais, veut ressembler à un avion, plus à un bateau. Tous les angles s'arrondissent. Les phares se fondent dans les ailes dans la carrosserie. Les roues arrière sont enveloppées. Mais Pierce Arrow fabriquera 5 exemplaires seulement de ce modèle super luxueux. C'est Chrysler qui, la même année, sort le premier modèle aérodynamique de série, l'Airflow, qui glisse dans l'air. Un échec commercial, elle est décidément trop laide. 2 ans plus tard, Ford lance la Lincoln Zephyr, une nouvelle ligne, avec le capot à angle aigu pour fendre l'air, comme une étrave de navire. Cette fois, c'est un succès. Ligne Airflow ou ligne Zephyr, peu importe, le monde entier se rallie à l'aérodynamisme. En Europe, le tchécoslovaque Tatra a conçu dès 1934 cet autre monstre, sans aucune concession à l'esthétique. Au moment où Citroën lance la traction avant, Tatra inaugure le premier, le moteur à l'arrière. En 1935, en Italie, Fiat adopte la ligne Airflow avec sa 1500. Une lignée qui engendrera la 2 chevaux Citroën, la Volkswagen, et un jour la DS, la Jaguar et la Porsche. Enfin en France, Peugeot, en 1936, le classique Peugeot saute le pas, lui aussi, avec sa 402. C'est bien à cette époque que commence la grande mutation qui aboutira à la voiture d'aujourd'hui.
Mais entre-temps, les fascistes se sont emparés de ce jouet merveilleux pour le mettre au service de leur volonté de puissance. Le premier Mussolini, le Duce, qui parade toujours dans une énorme Fiat et qui rêve de restaurer l'Empire romain, veut exploiter le génie mécanique des Italiens pour les besoins de sa propagande. En 1932, il vient inaugurer en grande pompe les nouvelles usines Fiat à Turin. La force des nations modernes, c'est l'acier et la mécanique. Eh bien, on va leur montrer, à ces démocraties décadentes, que le fascisme est le plus fort. Et puisque le peuple aime les jeux du cirque, on va lui en donner. Le Grand Prix de Monaco, créé en 1929, est tout de suite devenu une des courses les plus prestigieuses et les plus spectaculaires d'Europe. Depuis 3 ans qu'elle existe, Bugatti règne en maître. En 1932, les Italiens partent à l'assaut, avec 6 Alfa Romeo type Monza et 2 Maserati, contre les 8 Bugatti, 4 modèles 51 et 4 53. Chiron sur Bugatti prend la tête dès le début, talonné par Nuvolari sur Alfa. Pendant 25 tours, la lutte est épique entre le Français et l'Italien. Mais au 25e tour, Chiron, voulant éviter un concurrent qui fait un tête à queue, heurte le parapet et fait 3 tonneaux. Désormais, la course est jouée. C'est une victoire complète d'Alfa Romeo. Premier, Nuvolari. Deuxième, l'Allemand Caracciola sur son Alfa blanche. Le règne de Bugatti est fini. Celui des Italiens commence. Celui de la célèbre Scuderia Ferrari, l'écurie de Ferrari, qui est alors le directeur des courses d'Alfa Romeo. Et surtout le triomphe de Tazio Nuvolari. À 34 ans, il devient une légende sur les circuits. Le campionissimo, le champion des champions. Ce petit bonhomme taciturne fait frémir les foules avec sa façon acrobatique de prendre chaque virage en dérapage, le pied au plancher, accroché au volant. Et chaque fois, il passe. Pendant 2 ans, Nuvolari rafle tous les prix. La Targa Florio, les 1000 milles, le Grand Prix de la CF. Mais en 1936, arrivent les Allemands. Un autre fascisme, une autre volonté de puissance, une autre mécanique, autrement redoutable, comme le montre l'inauguration solennelle du Salon de l'Auto à Berlin, où le ministre de la Propagande, Goebbels,